Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être avec nous ce matin pour ce webinaire sur les rescrits jeunes entreprises innovantes, comment identifier et relever les potentiels recherche et développement de vos projets de développement produits. Et je suis Gisela Sanchez, directrice d'affaires européen et partenaire conseil au sein de Finance Innovation. Finance Innovation, alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est le pôle de compétitivité de la finance digitale en France. Nous regroupons un écosystème d'environ 600 membres. Et la typologie de nos membres est très variée car nous travaillons évidemment avec des startups du secteur de la fintech, de l'assurance, la fintech en sens large, car on a des filières dans l'immobilier, dans la gestion des finances d'entreprise, dans la finance verte et aussi dans le Web 3. Et aussi, nous travaillons avec les grands comptes, les banques assurances, à cette manière de la place. Aussi, on a un réseau d'investisseurs, évidemment des académiques et aussi des experts conseils et avocats, comme on va voir aujourd'hui. Notre objectif est d'accompagner les membres, soit de ces startups, soit des grands comptes, soit des cabinets de conseil, les aider à accélérer leur business, trouver les bons partenaires et évidemment promouvoir la recherche et l'innovation dans le secteur de la finance digitale. Pour ce webinaire, nous avons choisi comme thématique la jeune entreprise innovante, ces statuts, ces dispositifs assez connus, je pense, des PME. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Hermosi-Alara, directeur associé chez Point du Jour Conseil, Salim Benabez, co-founder et CEO d'YLD, et Saïd Bouabdallah, CTO de chez YLD également. Donc, ce que je vous propose, Saïd, Salim et Guillaume, c'est faire un petit tour de présentation pour que tous les participants puissent vous connaître. Et Guillaume, on commence avec vous. Très bien. Bonjour à tous. Ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sur donc, le statut de jeune entreprise innovante. Et merci à Gisela et le pôle Finance Innovation de nous accueillir pour cet événement. Donc moi, je suis Guillaume Hermosia. J'ai une formation scientifique, donc je suis docteur en mécanique énergétique. Et j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le financement de la recherche et de l'innovation, aussi bien en conseil que du côté de l'industrie, où j'ai développé le métier en interne. Et donc, j'ai cofondé le cabinet Point du Jour Conseil avec mon associé pour justement accompagner les entreprises dans la construction de leurs projets et le financement de leurs projets d'innovation et de recherche. Merci beaucoup, Guillaume. Salim? Bonjour à tous, merci à Finance Innovation de nous donner l'opportunité de présenter le dispositif GUI et comment en fait on a pu comment ça s'est adressé pour notre startup YLD. Donc je suis Salim Benabès, je suis le cofondateur et le président de la société YLD. YLD est une startup fintech qui accompagne la jeune génération dans ses investissements sur les marchés financiers. Et au fait, on a travaillé avec Guillaume et Saïd pendant quelques temps sur ce projet. Et merci pour cette opportunité. Merci beaucoup, Salim. Et Saïd? Bonjour à tous, merci encore à vous de nous offrir cette opportunité de présenter notre entreprise. La même formation que Guillaume, par hasard, je suis docteur en mécanique énergétique. Également, j'ai basculé il y a une vingtaine d'années en informatique et en 2014, je suis parti en Irlande pour créer avec d'autres, on était 5 au départ, une fintech avec l'ambition d'avoir une banque en ligne. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser aux problématiques d'innovation. J'en suis revenu il y a quelques années pour des raisons personnelles, en 2017 également, exactement. Et puis, quand Salim m'a proposé d'embarquer dans une nouvelle aventure fintech, j'ai tout de suite dit oui. Super. Merci beaucoup, Saïd. On a hâte d'avoir, Salim et Saïd, d'avoir la présentation et votre témoignage, je pense, assez riche sur les enjeux des fintech, justement, vis-à-vis de ces dispositifs.
Donc, Guillaume, avant de vous passer la parole pour nous présenter, pour nous faire la présentation du dispositif d'exonération fiscale et sociale auprès des PME, je donne quelques sujets logistiques. Donc, du coup, sachez que le webinaire est enregistré et sera disponible sur la chaîne YouTube de Finance Innovation. Et aussi que vous avez un chat en bas de votre écran à droite pour poser toutes vos questions. On va essayer de répondre à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous adresser vos questions. On va essayer d'y répondre. Donc, Guillaume, maintenant, c'est à toi. Très bien. Alors, on va afficher. Voilà, super. Merci, Eva. Donc, effectivement, le sujet du jour, c'est de vous présenter le rescrit, enfin la démarche de rescrit GEI, et plus précisément, on va essayer d'axer la présentation sur la partie, le cœur du dossier, le cœur du rescrit, qui est comment est-ce que je peux penser, comment est-ce que je dois penser mes activités de recherche ou mes développements en tout cas produits dans ce cadre fiscal, puisque la définition de la R&D est relativement cadrée dans les textes de loi qui régissent ce dispositif. Et donc voilà, vous présenter un peu cette philosophie-là et l'illustrer par la démarche qu'a entreprise Salim et Saïd pour la société Yildi dans le cadre du montage de leur dossier de leur entreprise innovante. Donc rapidement, point du jour, donc c'est un cabinet qui a été créé en 2017. Nous, on aime bien dire qu'en fait, on permet à nos clients d'associer leur vision d'entreprise avec les financements publics. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, c'est un peu ce qu'on a fait avec, typiquement ce qu'on a fait avec Yildi, c'est de pouvoir, par rapport à leur ambition et leur ambition business et leur vision, on va dire, un peu utopique, mais en tout cas du monde dans lequel ils souhaitent s'inscrire, de pouvoir justement co-construire des projets d'innovation avec eux et de pouvoir également financer ces projets. Donc là, on va dire 3 activités principales qui sont le co-design de projets de recherche, la levée de fonds publics et le mentorat de porteurs de projets ou d'entrepreneurs sur des sujets justement liés à la croissance par l'innovation. Alors, qu'est-ce que le statut de jeune entreprise innovante? Dans le panorama des aides publiques en France, il y a 2 grands types d'aides. On a ce qu'on appelle, ce qu'on qualifie d'aide directe. Donc, c'est toutes les aides qui vont être, on va dire, décaissées au démarrage du projet, donc d'où leur qualificatif de direct, et qui se matérialisent surtout par les programmes d'aide à l'innovation de BPI France, des régions, effectivement de l'État également, notamment au travers du programme PIA 4 en cours, les prêts d'honneur et puis les subventions européennes également. Il y a voilà, pléthore d'autres dispositifs, mais voilà ce type, en tout cas la typologie d'aide. Et ce qu'on qualifie aussi d'aide indirecte, l'autre volet, ou qu'on peut appeler aussi les aides fiscales à la recherche et développement, ou recherche et développement. Et il y a 3 grands dispositifs dans ce cadre-là. Il y a le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation, qui sont vraiment très médiatisés, qui font aussi l'objet de beaucoup de discussions de la part de nos législateurs. Et donc, comme leur nom l'indique, ça c'est 2 crédits d'impôt. Donc, c'est vrai que dans la mécanique, par rapport aux aides directes, on va d'abord dépenser on va dire de l'argent sur des projets de recherche et on va pouvoir récupérer par le biais d'un crédit d'impôt on va dire une quote-part entre 20 et 30% d'une enveloppe de dépenses éligibles qu'on va pouvoir imputer sur l'IS ou alors demander le remboursement si on est une jeune entreprise qui ne paye pas d'IS, notamment. Et le troisième dispositif de ce volet-là, c'est bien sûr le statut de jeune entreprise innovante,
qui est, on le verra, un corollaire en fait du crédit impôt recherche, donc qui s'assoit sur des critères identiques, en tout cas pour la définition de la R&D. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet sur la R&D, petite précision entre recherche et innovation, parce que là, on est dans un cadre fiscal et cette distinction a toute son importance puisque ça va déterminer si vous faites vraiment de la R&D au sens du crédit impôt recherche ou de l'innovation, dans ce cas-là, plutôt qui sera éligible au crédit impôt innovation, puisque je tiens à préciser que l'appellation innovant de la dénomination jeune entreprise innovante est plutôt ambiguë et trompeuse, puisque le JEI relève plutôt de la recherche et pas de l'innovation. Donc, d'où cette précision-là que je souhaitais en préambule. Donc, ce qu'on entend par on va dire recherche et développement dans le crédit impôt recherche et le JEI. La référence, en tout cas dans ce cadre-là, ça va être le monde scientifique, avec une question vraiment fondamentale, c'est qui relève de la démarche qui va être entreprise pour résoudre notamment des problématiques scientifiques qui vont être mises en lumière par une étude de l'état de l'art, et qui cette étude-là a pour objectif de pointer du doigt les lacunes de cet état de l'art, ou en tout cas le manque de solutions à nos problématiques, ou en tout cas aux objectifs qu'on se fixe. Et par la résolution de ces problématiques-là, on va permettre une augmentation des connaissances et on va améliorer donc l'état de l'art. Ça, c'est la recherche. La recherche et développement au sens fiscal. A contrario, l'innovation a plutôt comme référence le monde économique, et on va là s'orienter sur plutôt le benchmark technologique et on va dire en termes de solutions qui existent sur le marché. Et la question qu'on va se poser, c'est plutôt quels sont les résultats que j'ai obtenus. Donc la démarche n'a pas vraiment d'importance dans le cadre du crédit impôt innovation, mais c'est plutôt comment est-ce que moi je me différencie d'un point de vue du coût produit, soit en termes de performance, en termes fonctionnels, en termes d'éco-conception. Et donc c'est bien l'état du marché qui va être la référence dans ce cas-là. Donc on a d'un point de vue, d'un côté, le monde scientifique avec un état de l'art et des références scientifiques. De l'autre côté, le monde économique avec un benchmark de solutions. Donc, on voit bien que déjà, à la base, ces deux notions que sont la recherche et l'innovation dans le cadre fiscal sont bien distinctes. Alors, le statut JEI, quels sont les grands critères pour y prétendre ? Donc, le statut de jeune entreprise innovante, il est apparu en 2004 et avait pour vocation justement à encourager la recherche et le développement dans les TPE et les PME. Et il y a à peu près, on estime, à peu près à plus de 3000 entreprises qui bénéficient de ce dispositif chaque année. Et il a été prolongé. Donc c'est un dispositif qui rencontre plutôt un succès, notamment auprès des startups. Et pour cette raison, le Sénat a prolongé dans le cadre de la loi de finances 2023 le dispositif JEI jusqu'en 2025. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui sont créées jusqu'au 31 décembre 2025 pourront prétendre au statut JEI pour peu qu'elles remplissent les critères qu'on va voir par la suite. Donc notamment pour être JEI, il y a 5 critères cumulatifs à respecter. Le premier, c'est d'être une PME au sens européen du terme, c'est-à-dire d'avoir un effectif inférieur à 250 personnes, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un bilan inférieur à 43 millions. Le deuxième critère, c'est d'avoir moins de 8 ans lors de la demande, puisque le JEI s'appliquera sur les
les 7 années qui suivent l'année de création. L'autre critère, c'est ce qu'on qualifie de création ex nihilo. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne devrait pas être issue d'une restructuration, d'une reprise d'activité existante, et notamment ne pas faire l'objet de transferts d'actifs technologiques ou humains pour pouvoir prétendre au statut JEI. Elle doit être détenue également par au moins 50 personnes, au moins 50 personnes, 50% par des personnes physiques, d'un point de vue du capital. Alors, soit au premier niveau, soit au deuxième niveau, c'est-à-dire que si c'est une personne morale, une entité morale qui détient plus de 50%, il faut qu'elle-même soit détenue à plus de 50% par des personnes physiques. Et le 5e critère, qui n'est pas des moindres, qui est qu'on doit prouver, que cette société doit prouver qu'elle alloue plus de 15% de ses charges totales à la R&D, au sens justement du crédit impôt recherche. Donc on va voir justement comment définir ces charges-là et qu'est-ce qui rentre dans ce périmètre-là. Donc les dépenses éligibles au JEI, elles sont majoritairement, donc la base, puisque le JEI, on va dire, a des avantages qu'on va voir, mais il faut déjà avoir des salaires, ou en tout cas déjà présents dans la société, ou on va dire, prévus à très court terme, puisqu'on va faire un prévisionnel de charges de R&D. Donc c'est les salaires bruts du personnel affecté aux activités de recherche, les dotations aux amortissements, utilisées effectivement aussi dans le cadre des projets, et un forfait de fonctionnement qui va se greffer sur ces charges-là, donc à hauteur de 43% pour les frais de personnel, 75% pour le matériel. On a aussi les frais de sous-traitance, à condition que ces sous-traitances soient agréées au titre du crédit impôt recherche, et également toutes les dépenses de prise et maintenance de brevets. Donc ça, c'est la base, un peu l'enveloppe macro qui va être éligible au JEI. Mais finalement, comment est-ce qu'on définit une activité éligible? Parce que là, on a des grandes masses, des grandes lignes de dépenses, mais comment savoir si elles se rattachent justement à on va dire, des activités qui relèvent du crédit impôt recherche et donc du statut d'une entreprise innovante. Ben là, pareil, les textes de loi, que ce soit le Code général des impôts et les différents BOFIP qui sont édités, définissent justement, on va dire, dans un premier temps, les 3 types de recherche éligibles au crédit impôt recherche, donc qui sont la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. Alors, dans le cadre des entreprises, il est quand même relativement rare d'avoir des activités qui relèvent de la recherche fondamentale. On va dire, généralement, on commence à avoir des TRL qui sont plutôt autour au mieux de la recherche appliquée, mais pour la majorité des cas, puisque quand même la plupart des entreprises ont des objectifs économiques quand même à court terme qui les contraignent à avoir justement un temps de développement quand même relativement court, en tout cas pour certains développements, ça va plutôt relever du développement expérimental. Et une fois qu'on a défini ces 3 grands ces types de recherche, il y a encore quand même 5 critères de nouveau cumulatifs à respecter pour qu'une activité soit éligible au crédit impôt recherche et donc au statut d'une entreprise innovante, puisque l'éligibilité des projets au statut JEI sont identiques au dispositif du crédit impôt recherche. Donc si vous êtes éligible au JEI, vous serez, c'est aussi, on verra tout à l'heure, mais un bénéfice aussi du statut JEI qui est de sécuriser la créance de crédit impôt recherche. Donc ces 5 critères-là, le premier, c'est la nouveauté. Et donc pour être considérés comme de la R&D, les travaux doivent produire de nouvelles connaissances dans le domaine considéré. Et l'apport de nouvelles connaissances
notamment, je vous ai introduit tout à l'heure la notion d'état de l'art, s'apprécie justement au regard de l'ensemble de la littérature scientifique qui est à la disposition de l'entreprise au démarrage du projet. Et la première étape, on va dire, par rapport à ça, c'est de pouvoir, on va dire, définir une question, une problématique de recherche assez précise. Il ne faut pas que ce soit un sujet trop vaste, parce que sinon, effectivement, on va dire, on va te questionner après par le ministère, par les experts qui vont pouvoir auditer, puisque si on a une problématique qui va être bien trop vaste, on va avoir du mal à définir justement quels sont les objectifs précis, en tout cas dans la temporalité du dossier GEUI. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième critère, c'est la notion de créativité. Donc, c'est-à-dire que on doit, en tout cas, on doit appliquer des concepts nouveaux. On doit faire reposer notre démarche sur des notions et des hypothèses originales, c'est-à-dire qui sont pas déjà abordées, ou en tout cas on va dire, on va étudier la problématique, la question principale sous un prisme nouveau. Donc ça, c'est la partie créativité. Les incertitudes également. Donc les incertitudes vont découler en fait de l'état de l'art, puisque une fois qu'on a défini la question, qu'on a étudié justement les lacunes de l'ensemble des connaissances et donc les lacunes de l'état de l'art, on va pouvoir, on va dire, faire ressortir des incertitudes, et c'est ces notions d'incertitude qui vont faire que la démarche qui va être entreprise va relever aussi de la recherche et développement. Et finalement, il y a deux autres critères qui relèvent du côté on va dire, du caractère systématique de la recherche. Donc, notamment, c'est que la R&D, on doit prouver que la R&D est une activité structurée et qu'elle s'inscrit dans une planification aussi bien des ressources que d'un budget. Et également, elle doit être transférable et reproductible ou reproductible. Donc là, il y a une possibilité qui est offerte. Et donc, notamment, il faut pouvoir montrer que les résultats qu'on obtient peuvent être transférables à un autre domaine pour justement relever du caractère éligible des activités de recherche, et qu'elles puissent être transférables. C'est un peu, on va dire que dans le cadre des entreprises et des startups, généralement, le côté, il y a relativement peu de publications. Donc, on va dire que la transférabilité peut être difficilement démontrée, ou en tout cas, elle va être peu valorisée. Mais pour tout autant, on pourrait très bien imaginer que si la société développe d'autres activités, ces résultats-là pourraient être transférables à d'autres équipes qui pourraient travailler sur, on va dire, d'autres débouchés ou d'autres, de travailler sur une capitalisation sur ces résultats-là. Et donc, sur ce caractère de transférabilité peut être aussi vu sous ce prisme-là. Alors, une fois qu'on a défini justement qu'on relève du statut d'une entreprise innovante, que nos activités sont éligibles, qu'on a des dépenses, quels sont les avantages offerts par le statut? Ils sont de deux aspects. Il y a un premier volet qui est fiscal, et notamment le statut va permettre d'être exonéré d'IS à 100% sur le premier exercice bénéficiaire et à 50% sur le deuxième. Et le deuxième volet, qui est généralement le plus intéressant, parce que dans un premier temps, les entreprises au démarrage sont relativement peu souvent bénéficiaires, c'est la réduction de cotisations patronales pour le personnel affecté au projet de recherche de la société. Et on peut estimer, alors en fonction des salaires, ça va varier un peu, mais sur un salaire par exemple de 35 000, ça peut être des économies qui se montent environ à 600 € par mois, par salarié, donc ce qui est quand même relativement intéressant. Alors, quelle est la démarche pour monter un dossier de rescrit?
à la base, en théorie, le statut de jeune entreprise innovante est déclaratif. Donc, on peut très bien s'auto-déclarer JEI auprès de l'administration fiscale et notamment exonérer les salaires auprès de l'URSSAF. C'est quand même une démarche qui est relativement, on va dire, peu sécurisée, voire risquée, avec une probabilité de contrôle, parce que l'URSSAF, si on présente des salaires exonérés, en tout cas, on demande, on présente le bordereau d'URSSAF avec une exonération d'URSSAF, ça peut susciter quand même des questions auprès de l'URSSAF et déclencher, en tout cas, une demande d'information ou un contrôle pour s'assurer que le JEI qui est auto-déclaré est bien valide. La deuxième option, c'est le rescrit fiscal. Donc, c'est en fait c'est l'équivalent d'une demande préalable à l'administration fiscale sur l'éligibilité de la structure juridique en question, et également sur les travaux que la société mène. Et donc ça, c'est une démarche qu'on va vous présenter et qu'a entreprise notamment Gildi, qui a plusieurs bénéfices, puisque comme on l'a vu, le statut de jeune entreprise innovante s'appuie sur les mêmes textes de loi pour définir les activités éligibles. Et donc, une fois que si l'administration valide le rescrit JEI, donc valide votre statut, ça vient reconnaître le caractère éligible de vos travaux. Et donc, ça vient sécuriser par là même les déclarations de crédit impôt recherche que vous pourrez déclarer donc, à chaque clôture d'exercice. Et donc ça, c'est un premier on va dire, effet induit, on va dire, du JEI, en plus des avantages qu'il présente qu'on a vu précédemment. Et l'autre avantage, c'est que généralement, quand on présente l'avis favorable de JEI auprès de l'administration fiscale, ça accélère en tout cas les demandes de remboursement, puisqu'il n'y aura pas de demande d'information complémentaire. Une fois que l'administration s'est assurée de la validité du JEI, ça peut justement accélérer la procédure. Donc voilà, vous avez bien compris, nous on préconise à nos clients la démarche de rescrit pour toutes les effets bénéfiques et aussi bien sur la structure que sur la sécurisation de la créance de crédit impôt recherche, de pouvoir justement de s'inscrire dans cette démarche de rescrit. Alors un dossier de rescrit, c'est composé, on va dire, de 3 grandes parties. Il y a une première partie qui est un formulaire administratif qui vient valider les 4 premiers critères que je vous ai précités, donc notamment sur le caractère de PME, l'âge de l'entreprise, la détention capitalistique et l'âge de l'entreprise. Et donc, sur le créateur ex nihilo, pardon. Donc ça, c'est la première partie du rescrit. Ensuite, on a un prévisionnel financier qui vient justement démontrer que la société affecte bien 15% de ses charges aux activités de recherche et développement. Et, pardon, je suis en train de... Excusez-moi, j'avais pas vu que le slide n'était pas passé. Et on a le troisième volet qui est le dossier technique et qui vient justement valider l'éligibilité des projets et du personnel aux activités de recherche. Donc ces 3 volets-là constituent un dossier de rescrit qui est à envoyer et à déposer auprès de votre service des impôts des entreprises et qui va donc mandater notamment un expert scientifique du ministère de la Recherche pour analyser le dossier technique et les activités de recherche présentées. Donc, valider qu'elles présentent bien les critères d'éligibilité attendus. Cette démarche-là prend entre 2 à 3 mois. En tout cas, l'administration a officiellement 3 mois pour rendre son avis.
Et dans cette démarche-là, il peut y avoir des échanges qui sont initiés à l'initiative donc de l'expert pour justement peut-être répondre à quelques questionnements qu'il a avant de rendre son avis. Donc ça, c'était la première partie un peu théorique sur le dossier JEI. Et maintenant, je vais laisser la main à Salim et Saïd qui vont justement vous présenter comment eux, ils ont vécu, entre guillemets, l'expérience de monter un dossier de rescrit dans le cadre d'une start-up qui a été, à l'époque où donc, le dossier a été monté, on va dire, au printemps 2022, enfin début de l'été 2022, et qui était à ce moment-là quand même relativement dans une phase d'amorçage, et qui avait initié quelques développements déjà de maquettage. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette présentation très complète et vraiment exhaustive. Effectivement, nous, on a eu l'idée on a entendu parler du GUI au moment du lancement de notre startup. En fait, ça fait partie des dispositifs qui sont en vogue et qui sont à disposition des startups, c'est exactement un petit peu comme le crédit impôt innovation ou crédit impôt recherche pour les startups qui sont dans l'innovation et la recherche, et également les autres dispositifs comme la bourse French Tech. Donc, c'est de là que nous est venue l'idée, et Guillaume nous a accompagnés avec Point du Jour sur tout ce processus. Donc, je vais vous présenter rapidement Yieldy. Ce n'est pas l'objet de cette présentation, mais en gros, Yieldy est une startup fintech qui a été fondée en 2021. C'est une startup qui donne en fait des services d'investissement à destination de la jeune génération à travers une super application digitale qui va intégrer différents éléments. Tout d'abord, le conseil en portefeuille avec du machine learning intégré. Et c'est ce qui a fait l'objet justement de cette demande de rescrit fiscal. C'est-à-dire que toute l'innovation qu'on a apportée et qu'on apporte et sur laquelle on travaille sera induite et intégrée dans ce module de conseil en portefeuille. On a également une partie éducation financière qui se fait à travers des vidéos dédiées, et aussi une plateforme d'investissement où les utilisateurs pourront acheter et vendre des actifs, des titres vifs comme les actions ou les ETF. On est une équipe de 3 cofondateurs. Donc, il y a moi-même, Salim Benabès. Donc, pour me représenter rapidement, j'ai un profil financier. J'ai travaillé en banque d'affaires en France et à l'international pendant une dizaine d'années. J'ai complété ça par une expérience entrepreneuriale dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la fintech, qui sont des domaines beaucoup plus traditionnels. Et donc, j'ai eu l'idée de cofonder avec Saïd et Geoffrey Braun Yieldy, qui est voilà, une fintech d'investissement. On est accompagné également par Geoffrey Braun. On est incubé au sein de Paris & Co. D'ailleurs, je vous parle de ces locaux-là. On est incubé depuis très récemment. Alors, je vais voir comment on peut présenter. Voilà. Pourquoi devenir GEI? Donc, d'où est venu… Excusez-moi. Alors, voilà. Est-ce que ça fonctionne? Parfait. Donc, pourquoi devenir GEI? Tout d'abord, il y a une raison. Quand on est une startup, on a la trésorerie est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose sur lequel c'est un élément qu'on doit monitorer quasi quotidiennement. Donc, évidemment, on cherche à optimiser la trésorerie afin de pouvoir dégager un plan de recrutement tech, entre guillemets, qui est ambitieux, c'est-à-dire qu'on puisse recruter des éléments techniques, des ingénieurs, des doctorants, pourquoi pas, que ce soit en CDI, en CDD ou même en alternance. Et donc, pour cela, le dispositif GEI est très intéressant car il nous permet effectivement de pouvoir bénéficier d'exemptions sur les charges patronales. D'ailleurs, à ma connaissance, c'est l'un des rares, ou si ce n'est l'une des rares niches sur la partie charge patronale. Je parle sous le contrôle de Guillaume, mais c'est effectivement quelque chose qui est très intéressant pour une startup en amorçage.
et évidemment de bénéficier de l'exemption de l'IS sur les exercices fiscaux. Donc, après plusieurs années où on galère, où on travaille dur pour développer sa startup, évidemment, pouvoir bénéficier du produit de son travail pendant un certain temps, c'est toujours motivant. Mais également, c'est aussi très, très important, c'est pouvoir construire un lab R&D qui pour nous apporte de la valeur pour notre startup et pour Yieldy, c'est-à-dire que concrètement, on peut dégager des ressources à la fois en humaines et également en nature pour pouvoir développer cette activité R&D sur le conseil en portefeuille. Dans notre cas, on a d'autres idées également qu'on souhaite développer. Et au fait, ce lab R&D qui est nécessaire en fait, qui est un game changer dans le sens où ça va apporter une plus grande réactivité, une plus grande rapidité dans l'exécution des tâches R&D. Et également, clairement, ça apporte une réelle valeur à la startup, c'est-à-dire que les investisseurs vont valoriser cet élément-là. Et c'est quelque chose de très important. Donc, pour nous, on ne s'est pas posé la question sur est-ce qu'on postule ou pas au GEI. Pour nous, c'était quelque chose qui allait de soi. Il y a également d'autres effets induits qui rejoignent ce que je disais un peu plus tôt, c'est-à-dire que c'est affirmer le caractère innovant de Yieldy, qu'on avait eu parce qu'en l'occurrence, on avait également postulé à la bourse French Tech qu'on a obtenue avec la BPI, mais avec BPI France. Mais GUI est, on va dire, un cran au-dessus dans le sens où l'exigibilité, l'exigence du dossier, les différents allers-retours avec l'administration fiscale, le côté scientifique clairement marqué est réellement un plus et affirme clairement le caractère innovant. Et aussi, évidemment, c'est asseoir une crédibilité auprès des investisseurs, comme je disais plus tôt, mais aussi des partenaires institutionnels, donc qui vont être BPI France, les différents incubateurs et les différents intervenants comme Finance Innovation d'ailleurs. Alors, comment se passe concrètement comme c'est un témoignage, comment se passent concrètement les étapes du montage du dossier? D'abord, comme je disais plus tôt, on a étudié la question, on s'est renseigné auprès d'autres startups qui avaient fait le processus. On s'est renseigné aussi sur ce qui était disponible sur la presse et Internet. Et ensuite, réellement, on a échangé avec Guillaume et on a pris réellement la décision d'y aller très rapidement parce que c'était, comme je disais, un game changer. On a démarré, je laisserai plus tard Saïd développer cette question-là, mais on a démarré. Ah, je crois que Salim, on ne vous entend plus. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Peut-être Saïd, peut-être vous pouvez continuer en attendant que Salim puisse se reconnecter. Je vous laisse prendre la main. Merci. En fait, la première problématique s'est posée à nous. La première idée qu'on a eue, c'est comment profiler les gens, un profiling automatisé, comme c'est écrit ici, pour pouvoir derrière avoir une solution d'advisor qui peut donner soit orienté vers les choix des assets à investir, soit orienté vers les choix des formations qu'on proposerait aussi derrière, formations gratuites qu'on proposerait aussi derrière, qui faisait partie à la base, qui se prend toujours partie à la base Excusez-moi. Salim est revenu. Voilà. Je vais accuser le Wi-Fi de Paris Saint-Denis. Ah, c'est ça. Alors oui, Saïd avait repris.
de ma Pardon. volonté. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez? Oui, 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 là, c'est nickel. Voilà. Saïd avait repris la main sur la presse. Oui. Alors, ben voilà. Désolé, hein, c'est le Wi-Fi malheureusement. Donc, comme je disais, en fait, on a démarré sur une idée qui était très claire, hein, qui était de développer une solution de robot advisory à haute valeur ajoutée, mais qui intègre du machine learning et donc de l'intelligence artificielle. Donc, notre idée était établie. Mais au fait, et ça, c'est la discussion avec Guillaume qui nous l'a montré dès le départ, c'est un axe qui n'était pas suffisamment porteur d'éligibilité, c'est-à-dire que les fameux 5 critères d'éligibilité, qui sont assez stricts, donc ils sont cumulatifs, il faut les avoir tous les 5 pour pouvoir présenter le dossier. Donc, sur ce qu'on présentait, c'était certes innovant, c'était certes très intéressant en termes d'usage, mais ce n'était pas suffisant pour pouvoir établir le caractère scientifique de notre projet. Ça, c'était après l'étude bibliographique. Donc, on a co-designé la problématique de recherche avec le cabinet de Point du jour de Guillaume. Et donc, on a abouti rapidement à un projet R&D qui était assez ambitieux et qui présentait un projet sur 2 ans de développement d'un module de conseil basé sur la finance comportementale, sur les dernières innovations de la finance comportementale. Et donc, on peut dire qu'on a eu quelques mois d'échanges et de travail sérieux avec Guillaume. Guillaume nous a beaucoup fait travailler, nous a beaucoup challengé. Et j'insiste sur le fait, par rapport, c'est un message que j'ai à donner aux startups qui nous écoutent aujourd'hui ou qui nous écouteraient plus tard, c'est que c'est un processus qui est assez exigeant et qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit juste un dossier administratif. Donc, on a été challengé par Guillaume, on a abouti à un projet R&D ambitieux et on l'a présenté à l'administration fiscale. À partir de là, on a eu encore des retours et des échanges avec l'administration fiscale parce qu'au fait, ce n'était pas l'administration fiscale qui a étudié notre dossier, mais il transfère le dossier au ministère de la Recherche. Et c'est un expert, le ministère de la Recherche désigne un expert. On ne nous donne pas le nom, mais au vu de ces questions, on a clairement vu que c'était un spécialiste. Et donc, qui nous a challengés, qui nous a posé énormément de questions et qui a voulu préciser notre projet R&D. Et à partir de là, on a répondu, on a levé un peu tous les doutes qui existaient et on a obtenu, au bout de 2 mois, après le dépôt, on a obtenu le statut GUI qu'on est en train, qui est aujourd'hui le nôtre. Donc, je vais laisser la parole à Saïd juste pour parler plus précisément de la partie scientifique du projet, puisque c'est lui qui a travaillé essentiellement sur le dossier. Donc, Saïd, je t'en prie. Donc, bonjour à tous. Donc, comme l'a précisé Salim, donc au départ, on partait sur quelque chose d'assez simple, surtout pour commencer, comme on commence bien sûr par une population quasi nulle d'utilisateurs. On commençait, et puis Guillaume on nous a dit, bon, non, c'est pas suffisant, même si vous prévoyez par la suite de profiler les gens différemment. Enfin, on partait à la base sur une arbre de décision qu'on améliorait par la suite je vois qu'il y a quelques connaisseurs ici, par d'autres moyens, enfin, des algorithmes de clustering plus ou moins évolués. Et puis, Guillaume nous a dit non, c'est clairement pas suffisant pour prétendre à un statut d'IEI. Donc, du coup, on a dû penser on a revu ce qui se faisait d'abord chez nos concurrents, qu'est-ce qu'on peut proposer qui soit plutôt différent. Déjà, il y a des problèmes d'innovation, enfin, de se différencier de nos concurrents. Et puis, à partir de là, voir par rapport à l'état de l'art et par rapport à on a choisi 2 ou 3 axes de recherche, hein. Donc, principalement, qui a été cité par Salim, la finance comportementale, et puis après, et donc mixé à ce qu'on avait déjà à la base en tête, le profiling, voir qu'est-ce qu'on peut proposer comme fonctionnalité. L'état de l'art montre ce qui est possible, ce que les gens font par rapport aux algorithmes existants sur d'autres domaines. Donc, voir comment nous, on peut l'appliquer à notre domaine et quels sont les points de blocage.
Et c'est là où il faut avoir un peu d'imagination pour soit proposer des façons d'assembler l'existant de façon un petit peu différente, donc genre d'algorithmique, soit de pousser la recherche, je dirais, fondamentale sur certains points. À partir de là, donc, une fois qu'on a trouvé un ou deux axes de recherche, en fait, c'est là où on amorce un cercle plutôt vertueux, pas plutôt, un cercle vertueux, où plus on regarde l'existant, plus on voit les points de blocage, plus on se dit, tiens, peut-être que ce problème-là, vous pourrez le résoudre aussi. On reste toujours sur la problématique fondamentale et on rajoute des fonctionnalités ou des add-ons, je dirais ça comme ça. Je parlerai comme un informaticien, des add-ons à notre service principal qu'on veut offrir. Donc là, je ne remercierai jamais assez Guillaume de nous avoir poussé dans nos rapprochements parce que c'était assez long et on espère toujours s'en sortir comme ça, mais vu l'expérience qu'il a, sortir assez vite, l'expérience qu'il a, la gestion de ses dossiers, donc il nous a vraiment orienté vers ce qui est suffisant, ce qui n'est pas suffisant pour nous. Donc, je ne sais pas si préciser quand même. J'espère que c'était pas une étape aussi douloureuse que. Oh non, non. Ça laisse entrevoir. Ce qui était surtout intéressant dans nos échanges, c'était que justement au fur et à mesure que je vous questionnais sur finalement par rapport justement à votre vision, donc ce que vous souhaitez faire et quelle était votre ambition en tant que fondateur de Yildi. Comment est-ce qu'on pouvait faire émerger des axes qui étaient, on va dire, qui allaient dans le sens de la vision, mais qui en même temps avaient un potentiel en termes de financement qui était intéressant. Et c'est ça qui est finalement hyper bénéfique pour tous, c'est que Salim, tu me le disais aussi, mais c'est que finalement, en fait, c'est challengeant pour l'entreprise, mais en même temps, derrière, ça donne une impulsion, une vision prospective de ces développements qui est hyper intéressant pour les années futures. Et c'est ça qui, c'est vous donnez une vision sur plusieurs années, des choses qu'on n'a pas forcément. Alors, la roadmap produit, on l'a généralement, mais pouvoir donner un sous-jacent en matière de recherche sur justement cette roadmap produit, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire, Guillaume, par rapport à la vision. C'est, au départ, on a une vision de 6 mois, 1 an maximum, de sortir un produit différencié. Et puis, on ne l'a pas forcément en termes d'axe de recherche. On l'a pour les 6 mois ou 10 mois ou 1 an parce qu'on veut se différencier. Par contre, pour la suite, quelles sont les pistes à explorer sur les 2, 3, 4 ans à venir? Quelles sont les ressources qu'on pourrait mettre et sur quel axe? Ça, c'est vraiment ce qui en est ressorti du travail avec Guillaume. C'est vraiment ce qu'on a présenté dans notre dossier. Donc, voilà à peu près quelle a été notre démarche. Donc, c'est clair que, il y a, je dirais, 2 ou 3 choses. Donc, ne pas focaliser uniquement sur le produit, sur la fonctionnalité. Voir l'état de l'art, ça, c'est vraiment important. Se différencier sur l'état de l'art par rapport à ce qui est bloquant, donc apporter une plus-value, enfin, de la recherche, quoi, une plus-value de recherche qui n'est pas forcément fondamentale. Hein. On n'a pas tous des connaissances mathématiques très poussées, mais il faut proposer quelque chose d'innovant, quelque chose qui soit réplicable surtout. Et puis, bon, oui, j'allais dire, bon, mon background d'informaticien aussi, donc j'ai mêlé ça avec des problématiques d'opérabilité, donc voir comment le fait de penser à des problématiques d'opérabilité des algorithmes et comment les changer au fur et à mesure, ça a permis aussi d'avoir d'autres, et ça, bon, c'est pas de la recherche, ça a permis aussi de voir d'autres fonctionnalités sur lesquelles se plugueraient aussi d'autres problématiques de recherche. Donc voilà, grosso modo, nos réflexions qu'on a eues en interne pour présenter ce dossier. Très bien. Juste pour conclure, comme je vois je pense qu'on n'est pas loin de dépasser le temps. Donc, exactement. Donc, en fait, ce que n'est pas le GUI, donc c'est pour conclure rapidement, c'est pas un dossier administratif. Certes, c'est un dossier administratif, mais ça ne se résume absolument pas à ça. Donc, c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas un dossier de financement.
C'est assez, comme je disais, ça prend un peu de temps, donc il faut compter quelques mois. Bon, après, ce n'est pas des années, mais c'est quelques mois donc, de travail. À raison de quelques sessions par mois. Ce n'est pas de mon expérience. Après, je connais des startups qui ont pu le faire seuls, mais vraiment, c'est assez exigeant. Donc, un accompagnement est fortement recommandé pour justement avoir les bonnes techniques et la bonne démarche. Et pour résumer, pour conclure, je reviens, tu as absolument raison, Guillaume, hein, c'est un exercice qui est sur lequel on pensait que c'était un exercice voilà, il fallait cocher des cases. Or, réellement, c'est extrêmement stimulant parce que ça permet de dépasser, ça libère On va avec une idée, mais cette idée s'étoffe au fur et à mesure et ça libère le champ des possibles. Donc, on a étoffé l'idée qu'on avait sur le profiling des utilisateurs, mais j'irai même plus loin que ça. C'est-à-dire, on a étoffé avec les dernières innovations de la finance comportementale, mais j'irai plus loin que ça. C'est une démarche intellectuelle qu'on peut utiliser en interne après pour innover concrètement. Donc, si on utilise la même démarche à chaque fois, on peut réellement innover sur plusieurs autres domaines. Et nous, en tous les cas, dans le cas de notre développement interne de notre lab R&D, c'est clairement la démarche qu'on va suivre et auquel on se conformera. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés pour notre témoignage. Merci beaucoup, Salim. Merci, Saïd. C'était vraiment précieux, vos témoignages. Vous avez même répondu à la question que j'avais. Je pose toujours la question sur les conseils en tant que chef d'entreprise, les conseils que vous pouvez donner aux autres startups. Mais là, vous m'avez fait déjà le travail en disant en donnant tous les conseils possibles, que je suis d'accord avec vous. J'ai une question pour vous, avant de passer aux deux questions qui sont sur le chat. Et donc, du coup, Yildi bénéficie aussi du dispositif créé pour recherche. Oui. D'accord. Donc, seulement pour rappeler que c'est des dispositifs qu'on peut cumuler. Tout à fait. Je ne sais pas si on a peut-être l'évoqué devant, mais bon, seulement pour rappeler, c'est des dispositifs qu'on cumule. Alors, pour être précis, c'est une démarche qui est séparée, le crédit impôt recherche, mais qui rejoint le GUI. Donc, je sais que je parle sous le contrôle de Guillaume, hein, il y a un dossier sur le crédit impôt recherche, mais généralement, c'est un peu la même démarche, en fait, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Donc, comme on a vu, le corpus, en tout cas, la base des critères pour l'éligibilité est la même. Après, ça reste le crédit impôt recherche a sa propre procédure, son propre processus d'obtention. Et donc, on va dire, le GUI, on peut le faire de manière prospective, donc en avance notamment. Donc là, on avait fait pour 2022 et 2023, et puis on renouvellera les années suivantes. Mais le crédit impôt recherche, lui, se calcule par année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre, et à la clôture de chaque exercice. Donc notamment, le Yildi a pu obtenir son GUI au cours de l'année 2022, mais néanmoins, elle va bénéficier de son crédit impôt recherche donc là, comme elle clôture son exercice au 31 décembre, elle va pouvoir justement, elle a déclaré son crédit impôt recherche d'ici le 15 mai et bénéficier du remboursement dans les semaines ou mois qui arrivent. Ok, merci. Et je crois que ça revient justement à la question, la dimension sur les crédits impôt recherche et si c'est remboursable lors du même exercice fiscal ou bien si ça s'applique aux prochains exercices. Donc c'est bien ça, c'est bien, on est sur un exercice, c'est pour ça qu'on parle d'aide, on va dire indirecte, parce qu'on va d'abord dépenser sur une année civile les charges afférentes au projet, et ensuite on va pouvoir déclarer ce crédit d'impôt en même temps que son relevé de solde IS. Donc pour une société qui clôture au 31 décembre, c'est entre le 1er janvier, on va dire fin janvier et le 15 mai. Et le remboursement effectif va dépendre, en tout cas le délai de remboursement va dépendre du service des entreprises, du service des impôts des entreprises. Parce qu'en fonction des SIE, on peut avoir des délais de remboursement qui courent entre, on va dire, 4 semaines et 3, 4, 5 mois en fonction des SIE. Donc il faut être relativement patient, mais en tout cas, il y a un décalage entre le moment où j'investis et le moment où je reçois le remboursement.
bien sûr, à prendre en compte. Super. Et la dernière question, Guillaume, toujours pour vous. Est-ce qu'il y a un critère de l'obligation de la résidence fiscale des personnes physiques en France? Je pensais que c'est pour la jeune entreprise innovante. Oui, ça doit être sûrement pour le GEI. Alors, il n'y a pas officiellement, il n'y a pas de critères. Après, c'est vrai que comme c'est des financements qui ont vocation quand même à financer la recherche française, si la société est entièrement sous capitaux étrangers, alors officiellement ça pose aucun souci pour le GEI, notamment c'est le cas de certaines filiales étrangères, donc notamment des centres de R&D détenus par des entreprises étrangères qui ont leur centre de R&D en France. Après, ça peut éventuellement poser des questionnements, alors pas des points de vue fiscal, mais peut-être des points de vue du BPI, BPI France, qui aime bien quand même aussi financer justement du capital français. Si la totalité du capital est à l'étranger, ça pourrait, en fonction des chargés d'affaires, ça peut susciter des questions. Parfait. Et merci beaucoup. Et donc, du coup, ça, c'est les questions qu'on avait dans le chat. Seulement pour finaliser, Guillaume, est-ce que tu peux nous donner un dernier message, un dernier conseil que tu veux faire passer? Oui, alors moi, ce qu'on dit à nos clients, c'est ne pensez pas que la R&D est forcément pour des boîtes ultra tech ou qui ont un produit très innovant. Il faut bien dissocier l'innovation de la recherche. Et la R&D peut être accessible, en tout cas à tout type d'entreprise, qu'on fasse d'un produit deep tech, qu'on ait un produit vraiment à forte rupture technologique ou pas, puisque, encore une fois, la R&D, ce qui compte, c'est la démarche. Donc, même dans des entreprises qu'on pourrait, notamment dans la finance, qui pourraient ne pas développer de produits, mais plutôt sur des aspects, notamment autour des aspects plutôt comportementaux et sociologiques, pourraient aussi bénéficier de dispositifs liés à la R&D. Super, merci, très important de souligner ça, c'est vrai. Et Salim et Saïd, pareil, est-ce que vous voulez partager avec nous un dernier message? Oui, écoutez, c'est exactement pour aller dans le sens de ce que dit Guillaume, hein, nous à la base, on s'était dit que c'était peut-être un dispositif qui était plus pour les entreprises de la deep tech, ce qu'on n'est pas. Et finalement, non, on a constaté que ce n'était pas le cas et que évidemment, c'est un processus exigeant qui doit définir, qui s'adresse aux entreprises réellement innovantes et qui développent une réelle démarche R&D, mais ce n'est pas forcément pour les sociétés deep tech. Dans mon entourage startup, il y a des entreprises qui sont dans différents domaines, pas forcément la deep tech, et qui, dans certaines, ont eu le dispositif GEI. Donc, c'est la démarche. On peut être une entreprise qui ne fait pas de la deep tech et qui fait pour autant de la R&D. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. C'est un dispositif auquel, en tout cas, si vous y avez droit, ça serait dommage de vous en priver. Exactement. Et pour ma part, ce que je peux rajouter, c'est quelles que soient les connaissances qu'on a à la base, les connaissances, on peut toujours aller les chercher. L'imagination reste vraiment le point le plus important. L'imagination reste toujours plus importante que la connaissance. Bien sûr, il faut avoir des fondamentaux, hein, ça c'est clair. Mais c'est l'imagination et puis le travail derrière. Merci beaucoup. Donc, du coup, vous avez dit des choses très importantes. Il faut se challenger, faire accompagner. C'est disponible pour... il y a beaucoup de disponibilité pour les startups sur plus de différentes thématiques. Donc, n'hésitez pas. On encourage quand même les autres startups à se renseigner sur ces dispositifs, faire vous accompagner. Si vous voulez, n'hésitez pas à contacter Guillaume ou Salim et Saïd pour en savoir plus. Donc, je vous invite vraiment à les contacter. Vous pouvez nous passer par Finance Innovation ou les contacter directement. Donc, je vous remercie à tous les trois et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous, avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir.